Jeudi 30 mars 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Dans les actualités de ce jour, parlons des suites des travaux des rues de Tana. Justement, selon le ministre des Travaux publics, mardi dernier, les rues de la capitale qui ont besoin d'être réhabilitées sont au nombre de 17. Des réhabilitations qui doivent se faire dans un court délai et dont la plupart doivent passer par des appels d'offres de marché public. Si l'axe reliant le rond-point Akenbaok et Nkadiev Bypass et celui des 67 hectares du côté du quartier Aigle Noir qui vient d'être rénovés sont déjà fonctionnels, des travaux se poursuivront sur d'autres axes à partir de maintenant. Ainsi, voici la liste des rues de Tana réhabilitées sous la houlette du ministère des Travaux publics. Reportage. C'est la réhabilitation de la route nationale RNS 63 au niveau du rond-point d'Akenbaok reliant Nkadiev Bypass long de 2,6 km est déjà achevée et la route déjà fonctionnelle depuis mardi dernier. Voici les axes dont les travaux vont débuter. La rue reliant le rond-point Anjanmanal vers la station Jovena aux 67 hectares, un Boudon-Souche vers BMH et un Boudon-Souche vers la station Jovena 67 hectares d'une longueur de 1,757 km. La rue reliant la station Total un peu floue vers Sarlalan, un Batmain, un Alankil d'une longueur de 1,690 km. Ces travaux entrent dans le cadre d'un contrat cadre si certains travaux doivent passer de nouveaux marchés, notamment les travaux de la RNS 58A reliant Akenbaok vers Jovena à Nouzat d'une longueur de 3,1 km, la rue reliant le rond-point Mbandi à Kastouk Anzoui vers Semgam d'une longueur de 1,350 km, la rue reliant Nkas Naseimad vers Parkin 67 hectares de longueur de 608 mètres, la rue Gamo vers Nansan dans la commune urbaine d'Antananarive d'une longueur de 900 mètres, la route reliant Antananj, croisement auprès du bureau de la 3e arrondissement, descente Fukuntan à Panjan, croisement Rassalam, Anjavan Gembunt, Anjavan Krivavan, d'une longueur de 1,10 km, route reliant rond-point Mbandi Post, un Crouch, un Sakavir, à Panjanabeoa, de longueur de 2,4 km, la route reliant le rond-point Mbandi, Post, un Batrouk, un Bouimianch, Manchsez, à Kadjatumb, rond-point à la Sour, de longueur de 3,800 km. La route reliant Akenbaok, Anjunj, Mazouariv, croisement Manchsez, de longueur de 3,800 km. La route reliant croisement à Kastukan, Ansaapé, Anzoui, Bouzatouf, d'une longueur de 1,300 km. La route reliant Antanmain, Jardin, un Katfout, un Batumsangan, Tétézanabeorir, Jovena double, un Bouj de longueur de 1,75 km. La route reliant un Pasque, Senam, un Davamam, un Peflou, devant un MTP, rond-point un Oussena, de longueur de 3,7 km. La route reliant 67 hectares sud, terminus du bus 30, devant Jovena, devant Inskae, poste 67 hectares, Pan Anjalmanal, la route reliant Carrefour Météo Terrain Basket Ingessour, d'une longueur de 2,6 km, et la route reliant rond-point Imboibo, 4 chemins, d'Amantulap Interouk et terminus Anjalmain, de longueur 3 km. Et selon les statistiques, 80% des litiges devant les tribunaux sont liés à des litiges fonciers. Par conséquent, il devrait y avoir une stratégie et une solution claire à ce problème foncier selon le CIF. Afin de voir quelles solutions seront présentées au gouvernement, aujourd'hui, tous les acteurs concernés dans ce secteur ont tenu un atelier Zirtan. C'est Charan Jalmas, nous en dit plus. Le gouvernement devrait travailler avec la société civile et tous les acteurs en matière de propriété foncière pour trouver une solution aux problèmes liés à ce sujet selon le CIF. À l'heure actuelle, les litiges fonciers sont en premier plan en matière de plaintes et de poursuites devant la justice. 80% des affaires qui passent devant la Cour portent tous sur des litiges fonciers. Cependant, ce problème foncier ne sera pas résolu tant que la population n'essaie pas de quitter progressivement la ville et de trouver d'autres endroits comme la campagne. Cependant, il est toujours difficile s'il n'y a pas de plan de travail nécessaire avant l'exode rural. C'est ce que le gouvernement devrait examiner de près avec la société civile. Par ailleurs, afin de voir quelles solutions seront présentées au gouvernement pour le problème de la propriété foncière, aujourd'hui, tous les acteurs du secteur foncier ont tenu un atelier Zirtan qui a été animé par la société civile CIF. Cet atelier a pour but de créer une tribune pour échanger sur les principales problématiques foncières à Madagascar.
Ils envisagent également la possibilité de modifier le contrôle du droit foncier selon les explications. Restons toujours au niveau de la justice. Le nombre des avocats dans le pays n'arrive pas à suivre le nombre de la population. Afin d'augmenter le nombre des avocats en exercice, la 15e promotion Armias des nouveaux avocats ont prêté serment aujourd'hui au palais de la justice à Noussi, constitué de 15 anciens magistrats et de 35 stagiaires. Ils viennent d'achever leur cursus au sein de l'Institut de formation professionnelle des avocats. Reportage signé Fena Soul et Aza Andjianoudi. Les avocats sont encore en sous-effectif dans le pays. Seulement 10 050 avocats travaillent pour 3 millions d'habitants dans le pays, selon les explications. Afin d'accroître le nombre des avocats en exercice dans le pays, la 15e promotion Armias a prêté serment aujourd'hui au palais de la justice à Noussi. Il est rappelé que les avocats sont garants de l'équité de la justice et protègent cette justice tout en respectant l'état de droit et le droit des accusés. Ces nouveaux avocats devront encore suivre des stages au sein de 7 chefs-lieux de région durant 3 ans après cette prestation de serment, notamment à Antananarivo, Tamatave, Ambatondrazaq, Nousbé, Mahazang, Fenaransu et Tuliar, selon toujours les explications. Ces avocats viennent de recevoir le diplôme de CAPA ou certificat d'aptitude à la profession d'avocat le 24 juin 2022. Restons toujours dans le cadre de la justice et autour du ministère de la Justice. Le PNUD ou le Programme des Nations Unies pour le développement a affirmé sa volonté de continuer à travailler avec le ministère de la Justice malgache. Le plan de coopération 2021 à 2023 ne restera pas simplement au niveau du stade de plan, mais la poursuite de celui-ci sera confirmée pour l'année 2024-2028, a indiqué le représentant permanent du PNUD lors de cette rencontre. Le PNUD est à l'écoute et prêt à répondre aux besoins de la justice malgache, également selon ce qu'il a dit hier. La représentante permanente du PNUD à Madagascar, Natasha Van Rijn, s'est rendue à Faravouach au siège du ministère pour une visite de courtoisie ainsi que pour le renforcement de l'engagement du programme avec le gouvernement malagasy. Écoutons la représentante permanente du PNUD à Madagascar. C'était un honneur pour moi et mon équipe de venir rencontrer Madame la ministre de la Justice aujourd'hui pour réitérer le soutien de PNUD Madagascar qui dure déjà un moment avec le ministère, mais qu'on souhaite continuer, non seulement à travers le cadre de coopération du système des Nations Unies pour les années 2021-2023, mais pour continuer au-delà pendant les années 2024-2028. Nous avons discuté de beaucoup de zones d'intervention et beaucoup de possibilités et nous souhaitons surtout réitérer que nous sommes à l'écoute et à côté du ministère pour les besoins du secteur de la justice. Dans un tout autre sujet à présent, les jeunes participent pleinement au développement du pays et sont aussi garants de l'avenir du pays du fait qu'ils constituent plus de la moitié de la population, selon le directeur général de la jeunesse au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est la raison pour laquelle ce ministère a pris l'initiative de mettre en place le projet Fanouicha destiné particulièrement aux jeunes de 14 à 30 ans. Ce projet comprend de nombreuses formations pour rendre les jeunes autonomes. Le projet est mis en œuvre dans les 119 districts de l'île. Reportage signé Oubira Samman et Secharanjenas. 70% de la population malgache sont des jeunes actuellement. Ces derniers assurent en grande partie le développement et l'avenir du pays. Cependant, 7 jeunes sur 10 parmi les moins de 30 ans œuvrent dans le secteur informel, selon les informations. Par ailleurs, 16% sont non scolarisés, alors que 3% de ceux qui ont quand même été scolarisés ne se sont pas allés à l'université. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Jeunesse et des Sports a élaboré le projet Fanouich afin de fournir des emplois et d'aider les jeunes à intégrer le monde de l'entrepreneuriat. Le district de Béchouk, la ville pilote du projet, a déjà reçu de bons résultats depuis la mise en œuvre de ce projet, notamment le secteur de l'agriculture et de l'élevage, selon Tiksikra Zanamas, directeur général de la jeunesse au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports. Pour la région Analamang particulièrement, la formation octroyée aux jeunes s'est concentrée sur la culture de la vision, premier module de la formation, et 9000 jeunes ont bénéficié de cette formation pendant 3 mois.
La cérémonie de remise d'attestation des 6000 jeunes formés en Life Skills Fanuich dans la région Analamang aura lieu demain 31 mars au Palais des Sports et de la Culture Mamassen. Parlons à présent santé. 3 cliniques mobiles ont été envoyées dans la partie sud de l'île pour étoffer le nombre de celles déjà en activité dans la région. L'objectif de ces cliniques mobiles est de prendre soin de la santé des mères et des enfants, de lutter contre les violences basées sur le genre et d'offrir des services de santé proches de la population et pour tous. Ces 3 cliniques mobiles ont été fournies grâce à une subvention du FNUAP financée par l'USAID. Elles ont été remises au ministère de la Santé publique à l'hôpital Joseph Ravouang à Genaval. Dans les actualités internationales de ce soir, le pape François a passé une bonne nuit, a indiqué aujourd'hui une source vaticane au lendemain de son hospitalisation à Rome pour une infection respiratoire. Une nouvelle rassurante après cette nouvelle alerte pour le chef de l'Église catholique qui à ses 86 ans souffre de problèmes de santé chroniques. France 24 nous en dit plus. Mercredi matin encore, il présidait son audience hebdomadaire sur la place Saint-Pierre et saluait ses fidèles à bord de sa papa mobile. Mais la santé du pape François s'est ensuite dégradée dans la journée. Selon le Vatican, il souffre d'une infection respiratoire et a été admis dans cette clinique de Rome pour suivre un traitement durant quelques jours. La nouvelle a immédiatement suscité l'inquiétude de la communauté catholique. Je suis inquiète, mais aussi triste, car ce pape est très humain. Il est très proche de nous, les jeunes. C'est un pape différent de ceux qui l'ont précédé. Être si proche de lui physiquement, c'est assez émouvant. Espérons qu'il se rétablisse bientôt. Même émotion en Argentine, le pays d'origine de François, où les fidèles lui adressent leurs prières. Je me suis toujours sentie significativement représentée par ce pape, très accueillie. Donc pour moi, c'est comme si un parent ou un grand-parent était malade. C'est très triste. Je l'ai rencontré à cet endroit même lorsqu'il était évêque de Buenos Aires. Je l'ai salué plusieurs fois. Je suis optimiste car je sais que c'est une personne très forte physiquement et mentalement. Cette hospitalisation intervient alors que le pape doit présider dimanche la messe des rameaux au Vatican, qui marque l'entrée dans la Semaine Sainte avec en point d'orgue les célébrations de Pâques. Pour l'heure, on ignore s'il sera en mesure de présider ces offices. Et des heures ont éclaté hier à l'université de Dakar. Les policiers et des étudiants qui tentaient de participer à une manifestation interdite par les autorités à la veille du procès de l'opposant Ousmane Sonko ont constaté les journalistes de l'AFP. France 24 toujours. Face à face tendu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Au tir de gaz lacrymogène de la police répondent les jets de pierre des partisans d'Ousmane Sonko. Le parti de l'opposant a tenté d'organiser des rassemblements en plusieurs points de la capitale, mais la plupart ont été interdits. Les vacances des écoles ont été avancées pour des raisons de sécurité et le quartier où réside l'homme politique a été bouclé. Des manifestations qui se répètent au Sénégal depuis le début des ennuis judiciaires d'Ousmane Sonko. Cet ancien inspecteur des impôts, pourfendeur d'une classe politique qu'il juge corrompue, est visé par 2 procès. Le premier d'entre eux, dans lequel il est accusé de diffamation contre un ministre du président Macky Sall, doit reprendre ce jeudi, après plusieurs renvois. Mais Ousmane Sonko ne fait pas confiance à la justice. Désireux de faire entrer le Sénégal dans une nouvelle ère, il l'accuse d'être instrumentalisé à des fins politiques. Une opinion partagée par la jeunesse urbaine et diplômée qui constitue une part importante de son électorat. Une condamnation pourrait lui barrer la route de l'élection présidentielle en février prochain. Un scrutin où il espère représenter l'opposition à Macky Sall qui fait planer le doute sur sa candidature à un 3e mandat. Jeudi, les autorités s'attendent à une nouvelle journée de tension dans les rues de Dakar. La coalition d'opposition a déjà annoncé sa volonté de braver les interdictions de rassemblement.
L'Assemblée générale des Nations unies a voté hier une résolution demandant à la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction mondiale, de définir les obligations des États en matière de lutte contre le changement climatique. Un avis juridique non contraignant qui pourrait toutefois inciter les pays à prendre des mesures plus strictes et à clarifier le droit international. Reportage de France 24. C'est une première. L'Assemblée générale des Nations unies va consulter la Cour internationale de justice pour déterminer le rôle des États dans la lutte contre le changement climatique. Une résolution en ce sens a été adoptée, poussée par le Vanuatu, un archipel du Pacifique récemment frappé par 2 puissants cyclones. 120 pays soutenaient l'initiative, quelques jours seulement après la publication d'un nouveau rapport alarmant du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Aujourd'hui, nous avons assisté à une victoire immense pour la justice climatique. Je suis plus que fier du consensus et de l'adoption par l'Assemblée de la résolution du Vanuatu pour le changement climatique et les droits de l'homme. Avec cette résolution, le respect des engagements de chaque État va pouvoir être vérifié selon ce membre du GIEC. Il faut bien comprendre qu'on est dans un système de coopération internationale où les engagements des uns sont alignés sur les engagements des autres. Et donc, très clairement, ça va permettre aussi davantage de comparaison parce que pour le moment, les États ont tendance aussi à essayer de rendre la mariée plus belle qu'elle ne l'est en réalité. Si les arrêts de la Cour internationale de justice ne sont pas contraignants, ils gardent un poids moral et sont pris en compte par les tribunaux nationaux et internationaux. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez suivre votre film 48 heures de plus. Sur ce, très bonne continuation et très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.